Soyez les bienvenus dans la leçon nombre premier, partie 1. Donc on va aborder dans cette leçon, le premier point c'est les facteurs. On va définir c'est quoi les facteurs. Quels sont les nombres premiers? Quelle est la définition d'un nombre premier? Des nombres premiers composites. On donnera une définition de nombre composite plus quelques exemples de nombres composites. Ensuite, on va parler de factorisation en nombre premier. Et on va donner quelques théorèmes liés à la théorie des nombres premiers. Donc, qu'est-ce qu'un facteur? On va donner la définition d'un facteur. Exemple, je prends le produit multiplication de deux chiffres. 7 multiplié par 8 égale à 56. Ça, il s'agit d'un produit. Le produit de deux chiffres 7 et 8. 7 est dit facteur, 8 est facteur, et le 56 c'est le résultat du produit 7 fois 8. Donc un facteur est un nombre qui est multiplié par un autre donnera un produit. Donc si on a un produit, je peux à travers le produit définir la notion de facteur, c'est-à-dire un nombre. Un facteur n'est rien d'autre qu'un nombre qui est multiplié par un autre donnera naissance à un produit. 7 fois 8, c'est le produit qui est égal à 56. 7 et 8, ce sont les facteurs du produit 7 fois 8. Ensuite, on peut définir la notion de facteur comme étant un nombre que divise éventuellement un autre. Donc, il s'agit de 56 divisé par 8 égale à 7. Donc, 8 divise 56. 8 et 56, ce sont 8, c'est un facteur puisque c'est un nombre qui divise éventuellement un autre. Vu cette définition, un facteur il peut être un nombre qu'on a multiplié par un autre pour donner un résultat comme produit, ou bien de diviser par un autre pour donner un autre nombre. Donc, quels sont les facteurs dans cette liste de données qu'on a ici? Donc, on a 6 fois 7 égale à 42. Il s'agit d'un produit de multiplication. Donc, les facteurs, ce sont les 6 et 7. Et donnera comme résultat 42. 7 fois 9 égale à 63. 7 fois 9, c'est un produit de multiplication de deux chiffres. Donc, 7 et 9, ce sont les facteurs dans cette égalité 7 fois 9 égale à 63. 8 fois 6 égale à 48. Il s'agit là encore d'un produit de multiplication de deux chiffres. Donc, on aura 8 et 6. Ce sont les chiffres pour l'égalité 8 fois 6 égale à 48. 4 fois 9, c'est 36. Il s'agit encore là d'un produit de multiplication de deux chiffres. Donc, on a 4 et 9. Ce sont les chiffres de ce produit de 4 fois 9 qui donnera comme résultat 36. Également, là, on voit qu'il y a quels sont les chiffres quels sont les facteurs dans cette liste d'égalité qu'on a présentée ici. 42 divise 7 égale à 6. Qu'est-ce qu'on a dit un facteur? C'est un nombre qui divise un autre pour produire un autre nombre. 7 divise 42, il nous donnera comme nombre 6. Donc 7 est un facteur. Et pas le 42 et pas le 6. Également, dans l'égalité 63 divisé par 9 égale à 7. 9 divise le nombre 63 pour produire le nombre 7. Donc, il s'agit là, 9 est un facteur. 48 divisé par 6 égale à 8. 6 divise le nombre 48 pour produire le nombre 8. Donc, il s'agit là du facteur 6. Et le dernier, 36 divisé par 9 égale à 49. 9 divise le nombre 36. Donc, il s'agit là du facteur 9 qui est introduit pour produire la valeur, le nombre 4, comme étant la division de 36 par 9. Ça, c'est une fois on a parlé de facteur qui peut être défini lié à un produit de multiplication de deux chiffres, ou bien qui est lié à un nombre qui peut diviser un autre pour produire un autre nombre. Maintenant, on va introduire la notion de nombre premier et on va démarrer par une définition. Un nombre premier est un nombre dont ses seules
diviseur est 1 et lui-même. Donc, un nombre premier est un nombre dont ses seuls facteurs ou diviseurs sont 1 et lui-même. Exemple, 7 est premier parce que ses seuls facteurs sont 1 et 7. C'est-à-dire ses seuls diviseurs. Je cherche les diviseurs de 7. Il y en a un. En fait, 1 est un diviseur de n'importe quel nombre, en particulier pour le nombre 7. Si j'ai envie de chercher un autre facteur ou un autre diviseur de 7, il suffit de trouver un nombre sur lequel je peux trouver, par exemple, je note D un diviseur de 7. Existe-t-il un P, un entier tel que D fois P égale à 7? 7 ne peut s'écrire comme étant le produit de deux facteurs que lorsque le seul produit qui réalise 7, c'est 1 fois 7. Donc j'aurai les seuls diviseurs ou les seuls facteurs du nombre premier, des nombres 7 et 1 et 7. Donc, relativement à la définition qu'on vient de présenter, 7 est premier parce que ces seuls diviseurs, je ne peux pas trouver autre diviseur que 1 et 7. OK? Maintenant, je vais donner un exemple des listes finies de nombres premiers. Je démarre avec 2. S'agit-il d'un nombre premier? Est-ce que ses seuls diviseurs sont 1 et 2? 1 est un diviseur de n'importe quel premier, donc il est un diviseur de 2. Est-ce que j'ai un autre diviseur autre que 2? Le plus petit entier inférieur strictement égal à 2, c'est 2. Donc j'aurai autre que 1, c'est 2. Donc j'ai qu'un seul nombre qui est inférieur à 2 et qui est diviseur de 2, c'est 2. Donc 2, il s'agit bien d'un nombre premier. Si je prends 3, 3 est admis comme diviseur 1. Existe-t-il un autre élément entre 1 et 3 qui est diviseur de 3? 2 ne peut pas diviser 3 parce que 3 divisé par 2 égale à 1, quelque chose. Donc ce n'est pas une division entière. Donc 3 n'est pas un nombre premier. 2 ne peut pas diviser 3. Donc 3 est un nombre premier parce que ses seuls diviseurs sont 1 et 3. De la même manière pour 5, pour 7, 11, 13, 17, 19. Vérifions pour 17. 17, 1 divise 17. Existe-t-il un autre nombre qui peut diviser 17 autre que 17? Supposons qu'il existe un autre D qui divise 17. D est inférieur à 17. Le seul D, donc il va exister un autre P que P fois D égale à 17. C'est impossible parce que 17 ne peut s'écrire que 1 fois 17. Donc 17, il s'agit là d'un nombre premier. Remarque, qu'est-ce qu'on peut remarquer à partir de cette liste finie qu'on s'est donnée? 1 n'est pas un nombre premier. Et on verra plus tard pourquoi 1 n'est pas un nombre premier. Donc maintenant, on va passer à la définition d'un nombre composite comme étant une définition qu'il s'agit là d'un nombre composite, c'est-à-dire qu'on va donner la définition d'un nombre composite, mais tout rapidement, un nombre composite, c'est un nombre qui ne peut pas être premier. Un nombre qui n'est pas premier, il est composite, c'est-à-dire qu'on verra plus tard qu'il s'écrit comme étant le produit de deux nombres, en fait, qui peut avoir plusieurs facteurs autres que 1 et lui-même. Nombre composite est un nombre ayant plus que de deux facteurs. Donc je prends exemple, 8 est un nombre composite. Ce n'est pas un nombre premier parce qu'il admet comme diviseur 1. 1 divise 8, puisque 8 égale à 8 fois 1, donc il est égal à 8. 1 divise 8. 2 divise 8, pourquoi? Parce que 8 égale à 2 fois 4 est égal à 8. Donc il a un diviseur autre que 1 et lui-même. Donc il ne peut pas être un nombre premier. Donc il s'agit là d'un nombre composite puisqu'il a plus de deux facteurs que je vais citer ici, 1, 2, 4 et 8. Pourquoi 4 est un diviseur de 8 ou est un facteur de 8? Parce qu'il existe k égale à 2, tel que 8 égale à 4 fois 2. Et 8 égale à 1 fois 8. Donc, il a comme facteur 1, 2, 4, 8. Il a plus que deux facteurs, donc il s'agit là d'un nombre qui est composite. Exemple de nombre composite autre que la valeur 8. Donc, on va donner comme valeur 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 4 est un nombre composite.
parce qu'il admet comme facteur ou comme diviseur de 4, il y a 1, 2 divise 4. Pourquoi? Parce que 4 égale à 2 fois 2. Et 4 divise lui-même, parce que 4 égale à 4 fois 1. Donc il a 3 facteurs, donc 3 diviseurs. Donc 4 est un nombre premier. 6 l'est aussi. Pourquoi? Parce que 1 divise 6 et 2 divise 6, puisqu'il s'agit de l'existence d'un k égale à 3, tel que 6 égale à 3 fois 2 égale à 6. Et 3 divise 6 aussi. Pourquoi? Parce qu'il existe k égale à 2, tel que 6 égale à 2 fois 3 égale à 6. Donc 6 est un nombre composite. 8, on vient de le démontrer. Pour 9, il admet plus que 2 diviseurs. Je peux citer 1 et 9, et je peux prendre aussi 3 comme diviseur de 9, parce que 3 divise 9. Pourquoi? Parce que 9 égale à 3 fois 3, égale à 9. Donc, il s'agit là d'un nombre composite. Remarque, chaque nombre supérieur à 2 est un nombre premier ou un nombre composite. Donc, si je prends un entier n qui est supérieur ou égal à 2, il s'agit là soit d'un nombre premier ou d'un nombre composite. Autrement dit, soit qu'il s'écrit sous forme de 2, il a plus que 2 facteurs, c'est-à-dire plus que 2 diviseurs, ou soit que ces seuls diviseurs, c'est 1 et lui-même. OK? Pourquoi on vient de dire dans la remarque que 1 n'est pas un nombre premier? Pourquoi? Parce que la définition de nombre premier, il faut qu'il admette au moins 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. Mais il n'a qu'un seul diviseur, c'est lui-même. Donc il n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a pas exactement 2 facteurs. N'est pas un nombre composite parce qu'il faut qu'il ait au moins plus que de 2 diviseurs ou de 2 facteurs. N'est pas un nombre composite parce qu'il n'a plus de 2 facteurs. Il ne peut pas avoir plus que 2 facteurs. Donc il n'a qu'un seul facteur, c'est lui-même. Donc il ne peut pas être un nombre premier. Il n'est pas un nombre composite. Il faut noter que 1 n'est pas un nombre composite, mais il n'est pas un nombre premier. Mais tout ce qui est n supérieur ou égal à 2, soit qu'il est premier, soit qu'il est composite. Donc maintenant, on va parler de la factorisation en nombre premier. Il s'agit de faire une factorisation d'un nombre qu'on s'est donné sous forme de produit de nombres premiers. Donc factorisation en nombre premier. Un nombre composite est un produit de 2 nombres premiers. Donc c'est-à-dire que je peux caractériser un composite comme étant un produit de est un nombre qui peut s'écrire sous forme de produit de 2 nombres premiers. Exemple, je prends la valeur, un nombre composite est un produit de nombres, il s'agit là de nombres pluriels, un produit de nombres premiers. C'est-à-dire, je prends un composite, je peux l'écrire sous la forme de produit de nombres premiers. À titre d'exemple, je prends l'exemple des valeurs 12. 12, je peux l'écrire sous forme de 2 fois 2 fois 3. Et rappelez-vous qu'on a montré que 2 est un nombre premier. Il est écrit dans cette factorisation 2 fois. 3 est aussi un nombre premier. Et j'ai réussi à écrire 12 sous forme de produit de nombres premiers. OK? Étape 1. Comment écrire ou comment factoriser un nombre composite en nombre premier? L'étape 1 consiste à faire quoi? De prendre un nombre composite. Exemple, je prends 48. Ensuite, l'étape 2 consiste à faire quoi? D'écrire ce nombre qu'on vient de prendre, ce nombre composite, sous forme de produit de 2 facteurs qui donnera comme produit de multiplication le nombre de départ. Donc, on s'est donné 48. Je vais l'écrire sous forme de produit de 2 nombres premiers. Il s'agit là, en fait, sous forme de produit de 2 facteurs, pas nécessairement des nombres premiers. Donc, il s'agit là de 6 fois 8 égale à 48. Rappelez-vous la définition d'un facteur. C'est qu'ils sont là pour un nombre et rentrent avec un autre pour créer un produit. Il s'agit là d'une multiplication. Un produit, c'est une multiplication entre 2 chiffres. Donc, 6 et 8, ce sont bien des facteurs. Et 48, il s'écrit comme étant 6 fois 8. Je viens d'écrire 48 sous forme de produit de 2 facteurs. OK? L'étape 3 consiste à faire quoi? Déterminer les facteurs
de ces facteurs. Hein. On a pris 48, on vient de l'écrire sous forme de produit de deux facteurs. Et pour chaque facteur, je vais l'écrire lui-même sous forme de produit de deux facteurs. Exemple, on a pris 48 et on a dit 48 n'est rien d'autre que le produit de deux facteurs 6 fois 8. Je vais écrire le premier facteur sous forme lui-même de produit de deux facteurs. 6 est égal à 2 fois 3. Et 8 est égal à 2 fois 4. Donc j'aurai quoi? Je viens d'écrire que 6 c'est 2 fois 3 et 8 c'est 2 fois 4. Donc j'aurai 48 cette fois-ci égal à 2 fois 3 fois 2 fois 4. Et l'étape 4 qui consiste à faire quoi? De trouver les facteurs de tous les facteurs qui ne sont pas premiers. Hein? L'étape 4 consiste à aller chercher tous les facteurs, de les décomposer sous forme de d'autres facteurs qui ne sont pas premiers. Si je tombe sur un facteur qui n'est pas premier, je dois lui-même répéter le même procédé, c'est-à-dire de l'écrire dans un premier temps sous forme de produit de facteurs. Ces facteurs, aussi, je dois les décomposer sous forme de produit de facteurs jusqu'à ce que j'arrive enfin vers un produit de nombre premier. Exemple, on vient d'expliquer que 6 fois 8 égale à 48. On vient de décomposer 6 sous forme de produit de deux facteurs qui sont 2 fois 3. 8 c'est 2 fois 4. 2 c'est un nombre premier. 3 c'est un nombre premier, je ne fais rien. 2 c'est un nombre premier, je ne fais rien. 4 est un nombre composite. Dans l'étape 4, je dois passer par décomposer 4 sous forme de produit de deux facteurs. Il me donnera que 4 c'est 2 fois 2. Finalement, 48 n'est rien d'autre que 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2. Dans cette liste de produits, ou bien dans cette produit de facteurs, chaque facteur, on a déjà montré que c'est un produit, c'est un nombre premier, donc je m'arrête. 48 est s'écrit comme étant 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2. Donc il s'agit là d'une factorisation du nombre 48 sous forme de nombre premier. Donc là, l'étape 5 qui consiste à écrire ces nombres du plus petit au plus grand. On vient de montrer que au départ, on a 48, qu'on a factorisé en deux facteurs, 6 fois 8. Et après l'étape de chaque valeur, chaque facteur qui n'est pas premier, on le décompose à son tour sous forme de produit de deux facteurs. 6 égale à 2 fois 3, 8 égale à 2 fois 4. Et on a appris que 4 n'est rien d'autre qu'on doit le factoriser lui-même en deux facteurs qui est 2 fois 2. En arrivant à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer du plus petit au plus grand. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 égale à 48. Donc l'étape 6 qui consiste à faire quoi? À écrire les nombres qui sont les mêmes sous forme exponentielle. C'est-à-dire que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 égale à 48. Donc combien j'ai de multiplication? 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il s'agit de 2 à la puissance 4. Donc l'écriture exponentielle de ceux qui sont les mêmes multiplié par 3 égale à 48. Et j'aurai terminé la factorisation du nombre 48 sous forme de produit de nombre premier. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 4 est la multiplicité du nombre premier 2 et 1 est la multiplicité du nombre premier 3. On va appliquer cette technique pour chercher les facteurs du nombre 4. Donc 4, il peut s'écrire comme étant 2 fois 2. Les facteurs, donc on voit très bien que ces facteurs c'est 2 fois 2. Donc il sera égal à 4. Et quelle est la deuxième étape? En fait, la factorisation du nombre 4 nécessite que deux étapes. On peut l'écrire sous forme de produit de deux facteurs qui sont 2 fois 2. On tombe directement sur des nombres premiers. Donc on n'a pas d'autres facteurs qui ne sont pas premiers. Donc il suffit de classer du plus petit au plus grand. Donc 2 fois 2 égale à 4. Et ensuite de l'écrire sous forme exponentielle. 2 fois 2 c'est 2 à la puissance 2 égale à 4. On le fait également pour la valeur 6. 6 peut s'écrire sous forme de 2 fois 3. 2 fois 3, ce sont les facteurs que l'un multiplie l'autre produit la valeur 6. Et je vais écrire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? 2 et 3, ce sont des nombres premiers. Je dois les classer du plus petit au plus grand. Ils sont déjà classés du plus petit au plus grand. Donc 6 n'est rien d'autre que 2 fois 3 égale à 6. Ensuite, on va essayer de donner des théorèmes liés à cette notion de nombre premier. Donc, théorème 1,
Il s'agit là de dire qu'il existe une infinité de nombres premiers. On vient de démontrer qu'il existe des nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, etc. Là, il s'agit d'une infinité de nombres premiers. On va essayer de prouver qu'on suppose qu'ils sont finis et on va montrer qu'il existe encore un autre qui n'appartient pas à cet ensemble qu'on a choisi fini. OK? Preuve ou bien démonstration due à Euclide qui consiste à faire quoi? À considérer la liste des nombres premiers, notons L cette liste de nombres premiers et on va les noter par P1. Donc le premier nombre premier est la valeur 2, P2 c'est 3, etc. P4. C'est-à-dire on vient de considérer que L est de cardinal fini. On a R moins 2 plus 1, donc R plus 1, R moins 2 plus 1, donc on aura R moins 1 nombre premier possible. Et supposons qu'il est fini, c'est-à-dire il a un nombre fini d'éléments. Posons, pour montrer qu'on a une infinité, on va considérer, posons P égale à P1 fois P2 fois P4, sachant que P1, P2, P4, ce sont les éléments ou bien les nombres premiers appartenant à N, et je vais ajouter un 1. J'ai fait les produits des CPI augmentés de 1. Soit Q, un nombre premier divisant P, et ne peut être égal à l'un des éléments de la liste L. Donc je prends un nombre premier qui divise la valeur P. Q ne peut pas être l'un des PI. Pourquoi? On verra pourquoi, on justifie pourquoi Q ne peut pas être l'un des nombres premiers PI. Pourquoi? Sinon, si Q est l'un des nombres premiers PI, Q divise les produits des PI, donc il divise également P, donc il divise la différence. Puisqu'il divise l'un des PI, donc il divise le produit des PI. Il divise, par hypothèse, on a supposé qu'il divise P, donc il divise la différence. Donc il va diviser 1, ce qui est impossible parce qu'on a dit que 1 n'est pas un nombre premier. Un nombre premier qui divise 1 n'existe pas. Donc une contradiction avec le fait que Q divise le produit des PI. Donc Q est un nombre premier n'appartenant pas à la liste L. En conclusion, en partant de définir une liste de nombres premiers qu'on a noté P1 à PR, on vient de construire un élément qui est un nombre premier et qui n'appartient pas à la liste L. Donc, s'il existe R, il va exister R plus 1. Et s'il existe R plus 1, il va exister R plus 2. Donc, on a une infinité de nombres premiers. Et lequel qu'on peut construire, c'est l'élément Q, qui est le produit des PI augmenté de 1. OK? Maintenant, comment connaître qu'un entier n est premier? Donc, c'est une question qu'on se pose. J'ai un nombre n qu'on s'est donné. Comment je peux dire est-ce que c'est un nombre premier ou pas? La méthode 1 consiste à dire on tente de le diviser par les entiers 2, 3, 4, etc. jusqu'à la partie entière de la racine de n. Donc n, c'est un nombre que j'ai choisi au départ qui est strictement positif. Je peux évaluer sa racine et je prends 2, 4, 3, 4, 5, 6 jusque la valeur partie entière de la racine de n. Si aucun de ces entiers ne divise n, alors elle est premier. Donc, on donne une recette sur laquelle on peut agir pour montrer que n est un nombre premier. n c'est supérieur strictement à 0. Je prends toutes les valeurs entre 2, 3, 4, 5 jusqu'à la racine de n. Si aucun de ces nombres ne divise n, alors n est un nombre premier. Exemple, je donne le premier exemple. 37 est-elle premier? 37 est-elle premier? Je vais appliquer la méthode qu'on vient de présenter, qui consiste à d'abord chercher la partie entière de la racine de 37. 37, c'est presque 6 fois 6, c'est 36. Donc sa partie entière, le plus petit entier inférieur strictement à la racine de 36, c'est 6. Donc la partie entière de la racine de 37. Donc je vais expliquer c'est quoi la partie entière. La partie entière d'un nombre n donné n'est rien d'autre qu'un nombre
entier P, tel que P est inférieur strictement à N, qui est inférieur ou égal à N plus 1. Donc c'est le plus petit entier qui vérifie l'inégalité suivante. P inférieur strictement à N, qui est inférieur ou égal à N plus 1. Donc le partie entière de la racine de 37, la racine de 37 c'est 6, quelque chose, donc sa partie entière n'est rien d'autre que 6. Et on regarde si 37 est divisible par les entiers qui sont comprises entre 2 et la partie entière de 37, qui sont 2, 3, 4, 5, 6. 37 est-elle divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 7? C'est aucun. C'est-à-dire 37, s'il n'est pas divisible par aucun nombre 2, 3, 4, 5, 6, à ce moment-là, j'ai le droit de dire que 37 est un nombre premier. 37, 2 ne divise pas 37, 3 ne divise pas 37, parce que je ne peux pas assurer l'existence d'un entier K tel que 3 fois K égale à 37. De la même façon pour 4, pour 5 et 6. Donc ce n'est pas le cas, on conclut que 37 est premier. Aucun nombre 2, 3, 4, 5, 6 ne divise 37. Donc on a bien là un nombre premier, 37 est premier. Maintenant, la liste des nombres premiers. On peut déterminer la liste des nombres premiers en procédant au crible d'Ératosthène. Donc c'est l'inventeur de cette méthode qui consiste à prendre un n et d'essayer de déterminer les nombres premiers par cette méthode que je vais présenter. Ok? C'est quoi cette méthode? La méthode dite du crible, qui consiste à écrire tous les nombres, tous les entiers jusqu'au n. Donc j'ai n égale à, par exemple, 5. Je vais écrire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5. Et qu'est-ce que je vais faire? La deuxième étape consiste à faire quoi? À rayer tous les multiples de 2 supérieurs à 2. Donc la deuxième étape consiste à faire quoi? À rayer tous les multiples de 2 supérieurs à 2. Ensuite, à chaque étape, on raille tous les multiples des plus petits entiers P qui n'ont pas été encore raillés et qui sont supérieurs à P. On va démontrer tout ça sur un exemple. Donc l'étape 3 consiste à faire quoi? À chaque étape, on raille tous les multiples des plus petits entiers P qui n'ont pas été encore raillés et qui sont supérieurs à P. Ceux qui ne sont pas raillés sont tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à n. On le fait pour les P tels que P au carré est inférieur strictement à n. C'est-à-dire, en fait, je prends tous les P premiers tels que le carré de P est inférieur strictement à n et on arrête le processus pour ces valeurs. Donc, on voit très bien qu'on prend un n, je vais écrire toutes les valeurs de 2 jusqu'à n et je vais prendre 2, je la laisse intacte et je raille les multiples de 2. L'étape suivante, je prends le prochain nombre qui n'a pas été raillé, qui est très proche de 2, je le laisse intact et je raille ses multiples. Et ainsi de suite, de proche en proche. Et quand est-ce que je m'arrête? Je m'arrête quand j'ai un P tel que P au carré est inférieur. Je fais l'opération pour les P tel que P au carré est inférieur strictement à n. Ben, je dis ça parce que c'est un procédé itératif, donc il faut à un moment donné dire quand est-ce qu'on s'arrête. On commence par 2 et on s'arrête, en fait, lorsqu'on ne trouve pas le prochain P qui n'a pas été raillé, son carré dépasse n. Okay? Donc je prends, par exemple, le crible, la méthode de crible appliquée pour n égale à 41. On va écrire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 41. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'aurai à laisser intacte la valeur 2. Et ensuite, on va railler les multiples de 2, qui vont donner le tableau suivant. On laisse intact 2. 4 est un multiple de 2. C'est pour cela que j'ai changé de couleur. Donc, ça veut dire que j'ai raillé 4, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que je laisse intact le prochain élément non rayé, qui est la valeur 3, et je dois rayer les multiples de 3. Donc, les multiples de 3 qui ne sont pas encore rayés, il y a le 9, 3 fois 9, c'est 3 fois 3, c'est 9, je dois rayer cette valeur. 12 a été déjà rayé, je raye le 15, je raye 3 fois 6, ça fait 18, a été déjà rayé, 3 fois 7, 21, donc je raye 21, 4 fois 7, ça fait 28, a été déjà rayé, et 4 fois 7, ça fait 28, et 4 fois ainsi de suite, en fait, ceux qui n'ont pas rayé, des multiples de, puisqu'on a dit, je vais laisser intact le 3, qui ne sont pas des multiples de 3, je les laisse, et ceux, les autres, je les laisse intacts. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura comme valeur, lorsque je vais utiliser 3, j'ai supprimé l'autre, je passe au prochain, et ainsi de suite, c'est-à-dire 5, je laisse intact 5, et je raille les multiples de 5. Et finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Comme nombre premier inférieur à 41, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Donc, ce qu'il faut mémoriser, c'est que on prend un nombre n, on essaye de démarrer avec 2, 2, on le laisse intact, on raye les multiples de 2. Et dans ce tableau-là, on passe au prochain nombre qui n'a pas été rayé, qui est très proche de 2. On va prendre le 3, on le laisse intact, on raye les multiples de 3. Et de proche en proche, on va s'arrêter lorsqu'on trouve un nombre P qui n'a pas été rayé et qui, dans le carré, dépasse n, on arrête le processus. Et ceux qui n'ont pas été rayés, ce sont les nombres premiers. Et cette méthode est dite méthode des cribles. OK? Théorème 2, qui consiste à faire quoi? Maintenant, toujours dans le même notion de nombre premier, je vais prendre par hypothèse un nombre premier, P. Si P est premier, et je prends une suite finie de points, qui sont x1, x2, x3, jusqu'à xn, des entiers tels que P divise le produit x1, x2, jusqu'à xn. Alors, donc par hypothèse, j'ai un nombre premier qui divise le produit d'entiers x1 à xn. Alors, P divise l'un des xi pour i allant de 1 à n. C'est-à-dire, je prends un nombre premier, si ce nombre premier divise le produit des xi, alors au moins, pour un certain i, P divise nécessairement xi. On va démontrer ce théorème 2. Qu'est-ce qu'on va choisir comme outil de raisonnement pour montrer que si j'ai P premier qui divise le produit d'entiers x1 à xn, alors P divise l'un des xi. On va utiliser, là encore une fois, l'outil d'indexion mathématique. Donc on utilise le principe d'indexion. On va vérifier que pour n égale à 1, le résultat est vrai. Le résultat est vrai pour n égale à 1 parce que si n égale à 1, ça veut dire que j'ai un seul terme de ma suite. P divise x1, rien à démontrer parce que c'est par hypothèse P divise x1. Mais on démontre quand même qu'on aura besoin, dans la suite de ma démonstration, de le prouver également pour n égale à 2. Et ça, rappelez-vous que c'est l'indexion de mathématiques sous sa forme forte. C'est-à-dire, je dois vérifier qu'elle est vraie pour 1 et pour 2, et de supposer qu'elle est vraie pour n, et de démontrer qu'elle reste vraie pour l'ordre n plus 1. On va le démontrer pour n égale à 2, qui s'appuie sur quoi? Je prends une suite de deux éléments, x1 et x2. Et je fais l'hypothèse que P est premier et qui divise x1 fois x2. Nous devons montrer que si P ne divise pas x1, alors P doit diviser x2. C'est ça le résultat souhaité. P divise x1 fois x2.
on doit démontrer que CP ne divise pas x1, il divise forcément x2. Donc, le plus grand diviseur commun de P et x1 égale à 1. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'hypothèse que P ne divise pas x1. P ne divise pas x1 et P premier. Donc, ils sont relativement premiers. Donc, ça veut dire que P et x1, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc, il va exister deux entiers R et S, tels que R fois P plus S fois x1 égale à 1. Et ça, il est dû au fait de ce résultat que si j'ai deux entiers qui sont dans leur produit, l'un est premier et l'autre tel que leur produit, leur plus grand diviseur commun égale à 1, alors je peux toujours donner naissance à deux entiers R et S tels que R fois P plus S fois x1 égale à 1. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, puisque RP plus x1 égale à 1, donc x2 n'est rien d'autre que 1 fois x2. Puisque cette quantité-là égale à 1, puisqu'encore elle est liée au fait que R et x1, ce sont deux entiers dont leur plus grand diviseur commun égale à 1. Donc, qui peut se traduire par l'égalité présentée ici, c'est-à-dire R fois P fois x2, donc R x2 fois P, plus S fois x1 fois x2. OK? Comme P divise les deux termes Rx2 et Sx1 x2, pourquoi P divise cette quantité-là Rx2? En fait, parce que j'ai fait l'hypothèse que P divise x1 fois x2. Donc x2, il s'écrit la somme de deux termes. Il s'écrit la somme de deux termes, donc P divise les deux termes Rx2 et Sx1 fois x2. Par conséquent, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que P divise x2. Puisque P divise la somme entre Rx2 et Sx1 x2, donc il divise bien x2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié que s'il s'agit de pour n égale à 2, on a montré que si P est premier et qui divise x1 fois x2, s'il ne divise pas x1, alors forcément il divise x2 comme résultat de ce qu'on vient de dénoncer ici. P divise x2. Maintenant, on va supposer que le résultat est vrai pour n égale à k. Supposons que pour n égale à k, la proposition est vraie. Montrons qu'elle est vraie pour n égale n plus 1. Donc si P divise x1 fois x2 fois xk fois xk plus 1, je prends n égale à k. Je fais l'hypothèse que P divise x1 jusqu'à xk. Et je veux démontrer que si P divise x1, x2, xk à xk plus 1, alors P divise l'un des xi. Pour cela, je vais introduire une variable auxiliaire notée grand X qui est égale à x1 fois x2 fois etc. fois xk. Donc, je peux réécrire ça sous forme produit de deux nombres. Donc, P divise x fois xk plus 1. Rappelez-vous qu'on a déjà démontré pour n égale à 2 que si P premier et qui divise grand X fois xk plus 1, alors P divise soit x, soit il divise xk plus 1. Pour ce faire, si P divise xk plus 1, c'est terminé, mais s'il divise grand X, alors on se trouve avec l'hypothèse de récurrence, qui est n égale à k, et on va conclure avec ça. Donc si P divise x, alors l'hypothèse d'induction permet de prouver que P divise l'un des xi. Sinon, par le résultat n égale à 2 que vient de démontrer, on peut dire que P divise nécessairement xk plus 1. Donc j'invite tout le monde à se connecter sur le site web de NetTuno en cliquant sur MedNetio pour télécharger les exercices et un complément de cours. Et merci.